Eh bien, c'est notre dernière vidéo concernant le chapitre 13, avec un exercice où on va étudier le pendule simple et plus précisément faire une étude énergétique du pendule simple. Alors, on nous dit dans l'énoncé qu'un pendule est constitué d'un objet de masse m attaché à un fil de longueur L. Donc voici l'objet de masse m attaché à un fil de longueur L. L'extrémité du pendule est fixée à un point C. À l'équilibre, le pendule est vertical et le centre de gravité de l'objet est à la position G0. Donc à l'équilibre, le pendule est ici. On va l'écarter, ce pendule, d'un angle θ par rapport à la verticale. Et puis on va le lâcher sans vitesse initiale. Donc on ne le lance pas, on le lâche. Et ce pendule va se mettre à osciller. On va prendre la position G0 ici comme origine des altitudes et de l'énergie potentielle. En fait, les altitudes vont être mesurées par rapport à la position la plus basse de la petite masse qui est accrochée au fil. Et donc ça, c'est l'origine des altitudes. On néglige les frottements et on nous donne la valeur de G, soit 9,81 newtons par kilogramme. Alors, première question, on demande comment évoluent les énergies lors d'une oscillation. Alors avant de traiter cette question, on va s'intéresser aux forces qui s'exercent sur la petite masse ici. Évidemment, elle est soumise à son poids. Voilà, donc théorème de l'énergie mécanique, mais je vais y revenir dans un instant. Donc la petite masse, elle est soumise à son poids P, et puis elle est retenue par le fil. Donc ça veut dire que le fil exerce une force qu'on note T, qui a la direction du fil, et donc le sens vers le point C. Le fil retient la petite masse, il empêche cette masse de tomber en fait. Alors si je m'intéresse au théorème de l'énergie mécanique, la variation de l'énergie mécanique de cette petite masse, ici, d'un point A vers un point B, est égale à la somme des travaux des forces non conservatives qui s'exercent donc du point A vers un point B. Alors ici, point A et point B sont des points quelconques. Donc, somme des travaux des forces non conservatives. Quelles sont les forces non conservatives qui s'appliquent sur cette masse? Eh bien, seule la force T. Le poids, on l'a déjà vu, c'est une force conservative. Donc, on ne le fait pas intervenir ici dans la somme de ces travaux. Par conséquent, on peut dire que l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A est égale à la somme, est égale au travail de la force T du point A vers le point B. Alors, on va s'intéresser donc à un point, nous avions un point A, on va s'intéresser à un deuxième point B ici. On va considérer en fait que la petite masse, elle s'est déplacée ici on va dire, elle a fait un petit trajet ici, une petite longueur qu'elle a parcourue. Et en fait, si on regarde bien, eh bien, nous avons un angle droit entre le petit trajet et la force T. En fait, il faut imaginer que le pendule oscille et donc décrit un petit arc de cercle. Et par conséquent, ici, la droite GAC, c'est un rayon de ce petit arc de cercle. Et donc, le rayon, il est perpendiculaire à la tangente du cercle. On peut considérer que ce petit déplacement-là, il est tangent à la trajectoire circulaire. Donc voilà, ici, comme la force T est perpendiculaire au déplacement, et bien finalement le travail de cette force va être nul. Donc ça c'est un résultat qui est tout à fait remarquable pour le pendule, si bien que l'énergie mécanique au point B est égale à l'énergie mécanique au point A, ainsi l'énergie mécanique du pendule se conserve. Alors bien évidemment, on peut affirmer ça parce qu'on a négligé les frottements. Avec les frottements, on aurait une perte progressive de l'énergie mécanique. Mais là, on va étudier ce pendule dans le cas idéal où les frottements sont négligeables. Alors, on va analyser plus précisément comment se comporte le pendule et surtout comment évoluent les énergies. Donc, comment évoluent les énergies lors d'une oscillation, c'est-à-dire lors d'un aller-retour. Donc, le pendule va déjà connaître une phase descendante. Lors de cette phase descendante, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la masse a perdu l'altitude et donc son énergie potentielle de pesanteur a diminué.
Cette énergie potentielle de pesanteur qui a été perdue a été transformée en énergie cinétique qui, elle, a augmenté. Si bien que, étant donné que l'énergie potentielle de pesanteur perdue devient de l'énergie cinétique, l'énergie mécanique totale, elle, reste constante. Et on l'avait vu précédemment, on avait déjà démontré que l'énergie mécanique reste constante. Donc, lors d'une phase descendante, l'énergie potentielle de pesanteur diminue, tandis que l'énergie cinétique, elle, augmente. L'énergie mécanique reste quant à elle constante. Ensuite, le pendule va continuer et donc va entrer en phase ascendante. Et là, on observe l'inverse. Comme la masse gagne de l'altitude, et ben son énergie potentielle de pesanteur augmente, tandis qu'elle perd de la vitesse. Son énergie cinétique, elle, diminue. Et en fait, ce qui est perdu en énergie cinétique est converti en énergie potentielle de pesanteur. Là aussi, l'énergie mécanique totale reste constante. Donc lors d'une phase ascendante, l'énergie potentielle de pesanteur augmente, tandis que l'énergie cinétique diminue. L'énergie mécanique totale, elle, reste constante. Bien entendu, pour la phase de retour, on va observer quelque chose de tout à fait analogue. Donc, phase descendante avec l'énergie potentielle de pesanteur qui diminue tandis que l'énergie cinétique augmente. Et enfin, phase ascendante avec l'inverse, l'énergie potentielle de pesanteur qui augmente et l'énergie cinétique qui diminue. Voilà comment évoluent les énergies du pendule. Alors, question suivante. On nous demande ici d'exprimer l'altitude ZA du pendule lorsqu'il est à position GA, c'est-à-dire l'instant juste après que la petite masse est lâchée. Alors, on nous demande d'exprimer ZA en fonction de L et θ, puis de calculer ZA pour une longueur de 1 mètre et un angle θ de 40 degrés, c'est-à-dire qu'on a écarté ici la petite masse d'un angle de 40 degrés par rapport à la verticale. Alors pour faire cela, il faut remarquer que l'altitude ZA ici, elle peut s'exprimer de la manière suivante. Elle est égale à la longueur L du pendule, voilà la longueur du pendule lorsqu'il est à la position verticale, moins cette longueur CA'. Voilà, je reprends. ZA ici est égal à L moins CA'. Alors, pourquoi faire ça? Eh bien en fait, cette longueur CA' ici, on va pouvoir la déterminer grâce à la trigonométrie. Nous avons le triangle ici CA'-GA, qui est un triangle rectangle en A'. Et on remarque que CA', c'est le côté adjacent à ce triangle. Tandis que l'hypoténuse ici, cette longueur correspondant à l'hypoténuse, eh ben, c'est la longueur L du pendule. Donc on est capable d'utiliser ici, pour trouver CA', on a ici ça correspond au côté adjacent, CGA c'est l'hypoténuse, on va utiliser le cosinus de l'angle θ, à savoir ici cos θ égale côté adjacent CA', sur hypoténuse L, ainsi CA' est égal à L fois cos θ. Ce L fois cos θ, je vais le remplacer dans l'expression qui me donne ZA, et on va obtenir ZA égale L moins CA' égale L moins L cos θ. On peut donc factoriser ici par L, et on obtient L facteur de 1 moins cos θ. Et là on a répondu à la question, on a bien exprimé ZA en fonction de L et de θ. Le calcul est simple, il suffit ici de remplacer par les valeurs qui nous sont proposées, donc L 1 mètre, θ 40 degrés, et on trouve une altitude ZA de 0,233 mètres, soit 23,3 cm. Alors cette valeur, elle va nous servir pour la question suivante. On nous demande pour quelle position de l'objet, la petite masse ici qui est accrochée au fil, la vitesse est-elle maximale? Exprimer cette vitesse en fonction de G et ZA et en déduire sa valeur avec les données de la question précédente. Alors, pour quelle position de l'objet la vitesse est-elle maximale? Bon, on l'a vu tout à l'heure.
Lorsque le pendule est au point le plus bas, lorsque la petite masse est au point le plus bas, eh ben c'est là que l'énergie cinétique est maximum. Donc si l'énergie cinétique est maximale ici, la vitesse l'est également. Donc la vitesse sera maximale pour la position G0 de la masse. Ensuite, il faut déterminer cette vitesse. Alors pour la déterminer, on va utiliser ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la conservation de l'énergie mécanique. On a dit que lors des oscillations, l'énergie mécanique se conserve. Donc on peut dire que l'énergie mécanique au point A, juste avant que la masse a été lâchée, est égale à l'énergie mécanique au point O, lorsque la masse est au point le plus bas. On va exprimer ces énergies mécaniques comme on en a l'habitude maintenant. EMA, c'est 1 demi de MVA carré plus MGZA. EMO, c'est 1 demi de MVO carré plus MGZO. On sait que les masses vont s'éliminer. On peut donc écrire 1 demi de VA carré plus GZA est égal à 1 demi de VO carré plus GZO. Et maintenant, voyons s'il y a des choses qui peuvent se simplifier. GZO, c'est l'altitude de la masse au point O. Or, cette altitude est nulle, d'après ce qu'on avait pris comme convention au départ. Donc, ZO, c'est 0. Voilà. Et deuxième chose importante, on a dit que le pendule était lâché sans vitesse initiale. Par conséquent, sa vitesse au point A est nulle, il n'a pas été lancé. Donc 1 demi de VA carré est égal à 0 aussi. Finalement, on va obtenir une expression assez simple. GZA égale 1 demi de VO carré. On cherche la vitesse au point O, on cherche VO. Donc le 1 demi, on va le faire passer de l'autre côté, il va devenir 2. Soit 2GZA égale VO carré. Et pour trouver VO, eh bien, on va faire racine carrée de 2GZA. En remplaçant par les valeurs, ZA, nous l'avions trouvé précédemment, égal à 0,233 mètres. Et on trouve une vitesse au point O de 2,13 mètres par seconde. Voilà pour cet exercice sur le pendule, un exercice pas facile, qui demande une bonne analyse. En fait, il faut l'avoir rencontré au moins une fois pour savoir comment résoudre ce genre de problème. Voilà, bon travail à tous et à bientôt.